10 conseils pour écrire une bonne scène de combat. Pour savoir exactement par quelle étape passer, ce que tu dois essayer de regarder, ce que tu dois essayer de voir pour écrire. Et créer une scène qui soit crédible aux yeux de ton lecteur, une scène qui fasse vrai, mais surtout une scène qui soit agréable à lire. So, c'est parti pour les 10 conseils. Salut à toi, et si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015. Mon dada, c'est d'accompagner la femme pour écrire son premier roman, m'assurer qu'il soit bon, cohérent, captivant, mais surtout qu'elle aille au bout de son projet. Donc pour ça, j'écris des livres d'écriture qui vont s'afficher tout autour de moi. Je crée également des formations pour permettre d'écrire un livre qui fonctionne, par exemple, qui soit édité. So, c'est parti pour ces 10 choses. Premièrement, fais des recherches. Fais des recherches sur ce qu'est un combat. Bon alors, je parle d'un combat professionnel. Fais des recherches là-dessus, surtout si ton personnage a été entraîné, si ton personnage fait partie d'une armée, si tu écris carrément une armée qui va se battre. Fais des recherches à la fois sur les techniques de combat, à la fois sur les armes, à la fois sur les tactiques stratégiques, militaires, à la fois sur les histoires de batailles passées qui peuvent venir t'inspirer des scènes, qui peuvent venir t'inspirer des choses, rien de mieux que des faits réels en fait, pour essayer de baser ton écriture sur ce qui s'est déjà passé. Ça va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Si tu as déjà un canevas d'une certaine façon, on te décrit que, je ne sais pas moi, quel personnage dans le passé a décrit une de ces batailles, ça va te permettre de t'immerger plus facilement dans ce que tu as besoin d'écrire. Dans les recherches, j'entends aussi la lecture de bonnes scènes de combat. Deuxièmement, n'utilise pas toutes tes recherches. Alors, je te l'ai déjà dit, il faudra faire des recherches sur les équipements, sur les armures, sur les protections, sur les armes, sur les techniques de combat, également sur les techniques de stratégie militaire, sur les tenues, sur la hiérarchie, pour pouvoir rendre ton combat le plus vraisemblable possible. Le truc, c'est que si tu utilises toutes les terminologies que tu as pu lire ou tous les mots savants que tu as pu rechercher, le lecteur ne sera pas dans la scène. C'est juste une question d'immersion. Si je dois quitter une scène pour pouvoir aller chercher un mot pour essayer de me figurer ce que c'est, on a un problème. C'est pas comme si c'était une scène, un moment explicatif de la narration où j'ai des mots savants ou j'en sais rien, où il utilise un mot soutenu. Non, là, en fait, on est en plein dans la scène, ça doit aller vite, ça doit percuter. Si au moment où c'est censé percuter, je me dis, mais en fait, c'est quoi ça? Et ça, c'est quoi? Garde en vue l'objectif premier de ta scène, à savoir immerger ton lecteur. Petit 3, utilise des verbes puissants. Alors ça, c'est systématique dans toute description. Les verbes, plus que les adjectifs. Pour moi, les verbes sont supérieurs aux adjectifs. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'action. Les verbes auront un pouvoir descriptif énorme, alors que l'adjectif sous-entend qu'on s'arrête pour regarder. Donc, tu vas oublier tous les verbes d'hésitation. Je pense, je suppose, j'observe, pour anticiper. Sauf que si le mec s'arrête et observe pour anticiper et qu'il se dit « je vais tenter d'anticiper les mouvements de mon adversaire pour rétorquer un coup de lame à plat au moment où il m'a asséné un coup », en fait, on n'est pas dans l'action, on est dans l'expectation. Et ça, ce n'est pas une scène d'action qui sera palpitante. Ça peut s'expliquer si le personnage est en train de s'entraîner. Là, tu peux y aller. Je suppose qu'elle ira par la droite pour me faire une feinte à gauche, que sais-je. Là, oui, ça fonctionne. Mais il faut prendre en compte le contexte. Dans une scène de combat, sa vie est en jeu. Tu penses que le gars, il a le temps de se demander qu'il doit se demander quelque chose. Il agit. Il agit instinctivement. Le mec feinte à gauche, il fonce à droite et son intuition était bonne. T'as pas besoin de dire plus de choses que ça. Donc, fini les je vois, j'observe, j'anticipe, je suppose. Vire ça, on n'a pas le temps pour ces conneries. Il faut que tu me trouves des verbes qui vont glacer le sang. Broyer, frapper, claquer, couper, pousser, trancher, bloquer, fracasser, plonger sa main dans la poitrine et arracher son cœur d'un coup sec. On veut une expérience viscérale, on veut entendre notre cœur battre au même rythme qu'on lit les mots, tu vois. Et ça, il n'y a qu'un verbe fort qui peut te donner cette sensation. Numéro 4, décris les émotions. Alors, on a ce putain de mythe où on veut que notre personnage soit un putain de badass sans cœur qui tue sans se poser de questions parce que c'est le plus fort, tu vois. Sauf que ça nous maintient à distance. On a l'impression de suivre un robot qui tend le bras, qui
coupe la tête de celui-là, qui esquive celui-là parce qu'il est trop puissant, qui plante celui-là. C'est inutile de faire ça. On ne peut pas s'attacher à un personnage comme ça. Et puis surtout, c'est pas crédible. Je veux pas lire que ton personnage c'est un putain de badass et qu'il défonce tout le monde. J'ai envie qu'il en chie dans son froc. J'ai envie de savoir qu'il a peur et qu'il en tremble. Le lecteur doit comprendre qu'il est effrayé, qu'il est insécure et qu'il est déterminé à survivre. Ça va créer de l'attachement et surtout ça va le rendre réel. Numéro 5, décrit ses émotions précises à travers l'expression corporelle. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être qu'il est tétanisé, ça peut être que ses muscles sont crispés, ça peut être qu'il tremble, ça peut être qu'il pisse dans son froc, ça peut être qu'il n'arrive plus à parler, qu'il a la gorge sèche, qu'il sue à grosses gouttes et qu'il sent la sueur dégouliner sur son front, qu'importe, vraiment. Trouve-moi quelque chose. Numéro 6, décrit la douleur. C'est exactement pareil que le fait de décrire les émotions. Mais justement, utilise des verbes pour décrire la douleur. Par exemple, plutôt que de dire « il m'a coupé avec sa lame et je suis tombée par terre », ça va être « sa lame m'a déchiré la cuisse ». Mais ça peut être autre chose, ça peut être une piqûre, ça peut être un goût de sang dans la bouche, le fait d'avoir la vue brouillée après un coup à la tête. En tout cas, plus il y a d'obstacles, plus il y a de douleur, plus on a peur pour ce personnage. Numéro 7, quel est le but de cette scène? Te demander c'est quoi le but de cette scène, ça va te permettre d'orienter le combat. En gros, si tu ne te demandes pas pourquoi est-ce que le personnage se bat, eh bien, tu vas le faire se battre sans but précis et il ne sera pas vraiment crédible. On se demandera, ouais, bon, ok, il se bat, c'est chouette, il est fort, mais pourquoi il le fait? S'il n'a pas de but précis, alors peut-être que tu veux montrer sa force ou sa supériorité, ou peut-être que tu veux créer une situation qui aura des conséquences à l'avenir. Mais le simple fait de te demander pourquoi tu le fais se battre, c'est déjà intéressant. Tu vois, est-ce que c'est pour sa survie, ou est-ce qu'au contraire il a été envoyé là-bas? Est-ce que c'est un mercenaire? Est-ce qu'il doit tuer quelqu'un de précis? Qu'importe, décide. Quand tu décides de ce but, tu organises beaucoup mieux ta scène, oriente ta scène de combat. D'ailleurs, numéro 8, quels sont les enjeux de cette scène? Tout le monde s'en fout d'une scène de combat s'il n'y a rien à perdre, s'il n'y a pas de prix à payer. En gros, tu peux te demander quelles conséquences, s'il échoue, qu'est-ce qui se passe, s'il gagne, qu'est-ce qui se passe, s'il meurt, qu'est-ce qui se passe, si ses amis meurent, qu'est-ce qui se passe. Plus tu fais le personnage perdre des éléments durant ce combat, plus le lecteur aura envie qu'il réussisse. Et mettre en place des enjeux, même minimes, de toutes sortes, va permettre en fait d'avoir cet escalier de stress. Plus le temps avance et plus le personnage perd des choses pour donner la sensation au lecteur que le stress, que la tension va crescendo. On a toujours besoin d'une tension qui va crescendo. Sinon, on se désintéresse de l'histoire. Numéro 9, l'adversaire. Crée un adversaire qui soit aussi fort, voire plus fort que ton personnage. Sinon, on va se demander, mais on sait déjà qu'il va gagner. Pourquoi est-ce qu'on regarde ça? Créer un adversaire qui soit plus fort, qui ait plus de moyens, ça va mettre un véritable enjeu. On sait qu'ils vont vers leur mort. Et du coup, on sera super stressé. Regardez le film 300 par exemple, où ils étaient 300 justement face à une putain d'armée perse. Et pour le coup, on savait que le méchant était plus puissant. Mais ça donnait toute la force au récit puisqu'on avait envie de savoir comment il s'en sortirait ou s'il s'en sortirait. Et numéro 10, évidemment, ne crée pas un héros trop fort. Ça revient exactement au fait de créer un adversaire trop faible. Pour avoir cette tension dramatique qui augmente crescendo, il faut un personnage qui ne soit pas trop fort. Pourquoi est-ce qu'on suit le personnage s'il gagne à chaque fois? Dans beaucoup de récits que je vois, eh bien, le héros est presque immortel. Le héros est increvable, le héros est super fort, blablabla. Bla bla. Et c'est agaçant parce que pour le coup, on a l'impression qu'il est protégé par une sorte d'aura. Et d'ailleurs, ça existe. C'est ce qu'on appelle le bouclier du héros. J'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai fait sur la mort de Ned Stark. Qui fait que justement George R.R. Martin a brisé ce bouclier dès le début de son histoire puisqu'on savait que les personnages étaient en danger constamment. Ça a donné une tension dramatique énorme à cette série. Pour moi, c'est du jamais vu jusque-là. Mais grosso modo, si vous faites que votre personnage s'en sort systématiquement indemne, eh bien, on va vivre les scènes de combat sans vraiment les vivre. On va se dire de toute façon, il s'en sortira indemne, il réussira à sauver ceux qu'il aime. En fait, il n'y aura vraiment aucun enjeu. Et qui dit aucun enjeu dit aucune tension dramatique. Et qui dit aucune tension dramatique fait que le lecteur n'en a rien à battre de votre scène de combat. Donc c'est dommage. Et pour pallier à ça, mettez des enjeux sur la tête du personnage et le mettre en danger.
tout en sachant que le méchant est suffisamment puissant pour le buter en un clin d'œil et que lui, il est suffisamment vulnérable pour crever, eh bien, ça fait peur au lecteur et s'il est attaché au personnage, il va forcément suivre cette scène de combat avec énormément d'attention pour savoir si son personnage va s'en sortir. Donc, en gros, pour résumer toute cette vidéo, pour créer une bonne scène, il faut un très bon méchant increvable et un gentil crevable. Voilà. Donc les gens, voilà, c'est tout pour cette vidéo, vous l'aurez compris, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a aidé, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Ça, c'est un impératif pour pouvoir télécharger les cadeaux que je vous réserve. Puisque comme je vous l'ai dit, il y a plein de cadeaux en description, des livrets en vente sur Amazon que je vous offre. Également, tout ce qui est tatati tatata, des formations pour apprendre à planifier son roman. Gratuitement, mais aussi, c'est tout en fait, tranquille, c'est tout. Tout ça pour vous dire ça. Donc voilà les gens, je vous fais de gros bisous et je vous dis, je sais même plus où vous êtes, c'est là. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, ciao.